Nous sommes tous au courant de la présence de gens d'Amérique en Europe ou dans l'Ancien Monde, puisque le livre, le titre que j'avais présenté, c'était Quand les Indiens découvraient l'Ancien Monde, on y reviendra dans un instant. C'est un constat qui est connu. Bien entendu, c'est un peu les spécialistes qui connaissent, mais quand Cortés rentre du Mexique à la cour de Charles Quint, il ramène avec lui au minimum une centaine de personnes, et nous avons bien sûr les idées, on a tous vu au moins une gravure, un tableau, une fresque, une mosaïque, sur le retour de Colomb à la cour d'Isabelle et de Ferdinand, avec 3-4 Indiens qui l'accompagnent et qui sont extatiques, allongés sur le sol. Vous en avez certainement vu au moins une reproduction quelque part. Vous avez peut-être des enfants ou des petits-enfants que vous avez amenés voir Pocahontas, le film de Disney, qui donc meurt en Angleterre. On a tous vu aussi des allusions au spectacle de Buffalo Bill au 19e, bien entendu, et des grands spectacles de cirque avec des Indiens à plumes. Mais nous avons tous conscience de cette présence, et de cette présence en continu, mais sous forme de petits clichés, d'images que pas un seul d'entre nous n'avait essayé de synthétiser ou de comprendre ou tenter d'en définir, disons, la cohérence et la consistance. J'ai été invité il y a 3 ans, 4 ans maintenant presque, au Mexique par des collègues mexicains qui m'avaient demandé plusieurs présentations sur mes thèmes de recherche, et je devais faire donc 9 heures de présentation. J'avais de quoi faire 6 heures sans difficulté aucune, et je me suis demandé qu'est-ce que je pourrais prendre comme thème d'étude pour les 3 heures restantes. Et je me suis dit, ça serait bien de faire une synthèse sur un sujet dont on a tous discuté déjà, c'est-à-dire cette présence des Amérindiens en Europe, mal m'en a pris. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire cette présentation. Au lieu de faire les 6 heures sur un thème et les 3 heures sur cette présence amérindienne, j'ai inversé totalement. J'ai fait 3 heures sur les sujets sur lesquels on m'attendait et 6 heures sur les autres. Parce que j'ai commencé à découvrir l'ampleur du problème, l'ampleur des dégâts et l'ampleur des questions qui se posaient. Après quoi, et l'ampleur des préjugés aussi, sur lesquels on va revenir dans un instant. Après quoi, ma femme en est témoin, j'ai travaillé comme un fou pendant 2 ans pour essayer de tirer tous les fils que je pouvais. Je continue à en tirer, voir cette histoire de Madame Petit-Loup à Saint-Lô, et petit à petit, disons, les choses commencent à prendre un petit peu de cohérence, mais de façon assez surprenante, parce que tout reste à faire en fait. C'est-à-dire que ce livre, c'est même pas la partie émergée de l'iceberg, c'est le morceau de l'iceberg qui est tombé sur le pont du Titanic. Je veux dire, le reste est en dessous et à creuser. Alors, l'un des points que je voulais souligner dans cette présentation, c'est que ce livre me permet en tout cas de tordre un peu le cou à un certain nombre d'idées reçues qui sont très répandues et qui demandent à être révisées. La première, et c'est une idée qui est très fortement ancrée dans les esprits, c'est ce que nos collègues appellent la légende noire de la conquête. La légende noire de la conquête, en gros, et pour résumer très brièvement, vous avez un très beau livre d'un collègue italien, Ruggiero Romano, sur le sujet, c'est que les conquistadors espagnols sont venus par le fer et le sang mettre à mal et faire un génocide en Amérique latine, où ils auraient massacré les populations, laissant peu de choses derrière eux. C'est faux. C'est totalement faux. C'est-à-dire que, ce sont des poignées de conquistadors qui, selon les mœurs de l'époque, c'était pas tendre, à Béziers non plus, les croisés n'ont pas fait de détails. Mais ce sont des poignées de guerriers
d'hommes qui sont allés en Amérique, qui s'y sont installés, et leur but n'était pas de détruire ou de conquérir, leur but c'était de se faire des fiefs et des grandes propriétés pour s'enrichir. C'est l'origine même du mot hidalgo, par lequel on le désigne, c'est que hijo de algo, c'est le fils de quelqu'un, mais qui n'a pas encore un nom, qui n'a pas de titre, parce qu'il n'a pas de richesse, et donc ils sont là pour se tailler des fiefs. Si vous avez des fiefs dans lesquels il n'y a personne, c'est pas vous qui allez cultiver la terre. Donc déjà, il fallait convertir les gens, les soumettre, mais surtout les garder vivants. Deuxième chose, c'était des hommes. Le nombre de femmes en Amérique qui ont fait le voyage, tardivement ça augmente, est extrêmement faible. C'est-à-dire que tous ces conquistadors se sont pratiquement tous, enfin ceux qui ont survécu, il y en a beaucoup qui sont morts, se sont pratiquement tous mariés avec des gens des pays dans lesquels ils étaient. Et ils ont eu des enfants. C'est-à-dire que, schématiquement, vous avez une conquête qui est violente, qui se traduit par d'énormes pertes humaines, il n'y a pas de doute. Proportionnellement, je signale que si on prend les chiffres de population, les pertes espagnoles en pourcentage dépassent très largement les pertes humaines de l'autre côté par maladie et autres. Soyons clairs, au début du 19e, au moment où les pays d'Amérique latine prennent leur indépendance, la population indienne représente encore, pratiquement dans tous les pays, 60 à 70% de la population. Ce sont les chiffres officiels des recensements que nous avons. Je vous renvoie aux travaux de Chaunu sur le sujet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'élimination systématique, volontaire et délibérée. Inversement, et ce n'est pas innocent que la légende noire soit une création des pays anglo-saxons, la conquête des États-Unis se traduit par l'élimination systématique ou la déportation des Indiens par les anglo-saxons. C'est tout ce qui va opposer, par exemple, le Canada français ou le Mexique hispanique aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on repousse, on élimine. Je signale quand même que nous avons des documents qui attestent de la distribution de couvertures contaminées par la variole aux tribus dont on convoitait les territoires. Nous sommes en pleine guerre bactériologique, au 19e. C'est pas un hasard, c'est pas une coïncidence. C'est-à-dire qu'il y a visiblement une volonté délibérée aux États-Unis d'éliminer les Indiens, alors que, inversement, au Mexique, en Amérique latine, l'élimination n'est pas au programme. Les résultats démographiques sont réels, il ne s'agit pas de les nier ni de les minimiser, mais simplement d'en tenir compte. Ce qui est très caractéristique, et je vous renvoie à un livre d'un critique littéraire américain qui s'appelle Leslie Fiedler, qui a écrit un livre qui s'appelle The Return of the Vanishing American. Vous n'avez pas un seul Nord-Américain qui revendique une origine indienne dont l'ancêtre ne soit pas une princesse indienne. La notion déjà de princesse était une rêveur, parce que ça n'existait pas, et c'est toujours par les femmes. Or, nous avons en Amérique latine énormément de mariages, par exemple, d'une Espagnole avec un dignitaire, inca, aztèque ou autre. C'est-à-dire que la mixité a fonctionné dans les deux sens, alors qu'aux États-Unis, c'est toujours à sens unique. Et toujours par les femmes. Donc, ceci est déjà un premier point que je voulais manifester, et vous en avez d'ailleurs une preuve assez simple. S'il y avait vraiment eu génocide systématique, Rigoberta Menchú n'aurait pas obtenu le prix Nobel de la paix il y a quelques années, et le président du Pérou ne serait pas Ollanta Humala, un Indien. C'est-à-dire qu'effectivement, ils sont là, ils existent, etc. Alors, déjà, ce premier constat méritait d'être souligné, et je voulais en parler.
la deuxième idée fausse, c'est que nous avons une vision à sens unique, ethnocentriste, de la conquête. C'est-à-dire que tout est toujours vu du point de vue de l'Europe, comme si l'Europe avait brusquement dominé tout un territoire et l'avait contrôlé absolument, et les Indiens sont toujours présentés comme des victimes passives. C'est le cas de figure le plus général. Or, ce statut de victime passive, c'est pas vrai. C'est-à-dire que, bien entendu, ils ont été victimes de la conquête, ce serait bête de le nier, mais sans les alliés indiens, Cortés n'aurait jamais conquis Mexico-Tenochtitlan. Sans les alliés indiens, Pizarro ne serait jamais arrivé à soumettre l'Empire Inca. Bien plus, nous avons des cas de figure tout à fait précis et bien documentés, où les Indiens poussent les Espagnols à prendre le contrôle de territoires qu'eux-mêmes n'avaient pas réussi à conquérir. C'est-à-dire, dans le nord du Mexique, par exemple, les Indiens, les Tarasques, les Aztèques, poussent les Espagnols à contrôler des territoires qu'eux-mêmes n'avaient pas réussi à soumettre pour s'y implanter et les coloniser à leur bénéfice. Bon, cette articulation fait des Indiens des acteurs à part entière de la formation de l'Amérique. On y reviendra dans des cas de figure tout à l'heure un peu plus précis, mais nous n'avons pas du tout affaire à des victimes, mais à des participants réels, avec bien entendu des faits historiques qui sont indéniables, ça c'est une évidence. Bien entendu aussi, mais c'est un point qu'on oublie là aussi trop souvent, ce n'est pas tout à fait le même problème, l'esclavage a existé et beaucoup d'Indiens ont été réduits en esclavage, la majorité sur place, un nombre extrêmement conséquent en Europe. Là, nous avons affaire à de véritables victimes, c'est un fait. Cela dit, vous tapez esclavage sur Internet, vous allez avoir 3652 références sur un esclavage africain en Amérique. Trouvez les références sur le sens inverse d'Amérique vers l'Europe, vous n'avez pratiquement rien. Or, ce sont des milliers d'esclaves américains qui sont arrivés en Europe. Bien entendu, la plupart d'entre eux, beaucoup d'entre eux ne sont même pas arrivés. Lors du premier voyage, sur les 10 ou 11 Indiens qui sont ramenés par Colomb, il y en a 4 qui meurent pendant la traversée. Les autres meurent probablement de la traversée de retour. Vous avez des bateaux entiers qui coulent. Et on a des textes officiels disant nous avons perdu tel bateau et tel bateau. Bien entendu, on a perdu tout l'équipage, sans compter les Indiens et les Africains. Non, ça fait partie du lest bon, on n'en parle même pas, mais ce sont des milliers et des milliers d'Indiens qui sont arrivés en Europe. Et je dis bien en Europe, c'est-à-dire que nous ne pensons pas forcément, enfin on pense forcément à l'Espagne, au Brésil, au Portugal. Un exemple qui m'a coûté beaucoup d'énergie à trouver, c'est l'esclavage indien en France, sous Louis XV. Parce que sous Louis XV, la France perd Québec et Montréal, et un certain nombre de gens sont rapatriés. Alors, c'est les Français qui désirent rester français, les Acadiens en particulier. La France rapatrie ses troupes, elle rapatrie tous les fonctionnaires, beaucoup de religieux, mais beaucoup de commerçants, d'artisans, etc., reviennent en France aussi. Bon. Ils ne reviennent pas seuls. On parle de serviteurs.
Le problème était, pour trouver la réponse, j'ai tapé tout ce que j'ai pu sur Internet, je suis allé en bibliothèque, j'ai essayé tout, parce qu'il me manquait le mot-clé. Pani. Pani est un mot qui est une déformation de Pawnee, la tribu voisine du Canada. C'est devenu en québécois Pani, P-A-N-I. Et Pani signifie, même pas esclave, serviteur. C'est-à-dire que c'est un serviteur urbain, qui a le statut d'esclave bien entendu, mais bon. Et j'ai commencé, grâce à un chercheur de Châtellerault, à taper le mot Pani, et là, ce sont des dizaines et des dizaines de noms et de références qui sortent. C'est-à-dire que pratiquement tous les gens qui ont été rapatriés, pas le simple soldat bien entendu, mais les officiers, les commerçants, les artisans qui sont rentrés avec 1, 2, 3, 4 serviteurs, au point que l'on trouve à la cour à Versailles des dizaines d'Indiens, Hurons ou autres, qui ne font rien, qui ne servent à rien, et un noble propose, je prends ces termes, nous avons à la cour de Versailles tout un ensemble de serviteurs indiens, mâles et femelles, qui ne servent à rien. Je propose de les emmener dans le Poitou, dans mes terres, où on les mariera à nos paysans, parce qu'ils sont robustes et que ça fera de très bons travailleurs. Bon. Et de fait, quand on commence à chercher à La Rochelle, à Rochefort, à Châtellerault, etc., à Poitiers, on trouve des tombes, des sépultures, des registres de baptême, des registres de décès, avec Indiens, 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 Indiens. Ce sont des dizaines et des dizaines. Encore fallait-il avoir le mot-clé, le mot magique. Donc, cet esclavage, il est pratiquement méconnu. Or, cet esclavage, il existe aussi en Sibérie, avec les Indiens d'Alaska, qui sont ramenés comme esclaves par les colons russes d'Alaska ou de Californie. C'est pour ça que tout à l'heure, quand vous parlez d'Europe et que je contestais le terme, c'est une des raisons. Enfin, le dernier point sur lequel je voulais travailler, qui est un peu un point que nous oublions beaucoup trop d'ailleurs, c'est que la découverte du Nouveau Monde est une seconde révolution alimentaire après la découverte du blé au Moyen-Orient, pratiquement à la fin de la préhistoire. C'est-à-dire que des collègues mexicains ont fait une liste préliminaire, bien entendu il y a toutes sortes d'autres cas et d'autres exemples, de 67 plantes de base introduites du Nouveau Monde dans l'Ancien Monde. Alors, ces plantes, je vous en cite quelques-unes, hein, c'est très simple. Il y a bien entendu la tomate, la courgette, la courge, le piment, et sans courge, sans tomate et sans piment, vous n'avez pas de ratatouille. Il y a le haricot, sans haricot, vous n'avez pas le cassoulet. Vous avez aussi, ce qu'on imagine beaucoup moins, la fraise, qui vient du Chili, au 19e. Que deviennent les fraises de Plougastel au printemps, sans cet apport. Vous avez le caoutchouc, vous avez le tabac, le cacao, etc., etc., etc. La liste est interminable. Le tournesol, hein, pensez à toutes les huiles que nous consommons. Vous avez bien entendu la pharmacie, la quinine par exemple, mais vous avez des apports aussi qui dépassent l'apport simple. C'est-à-dire que, pensez simplement à un apport, le hamac, vient d'Amérique. C'est un apport technologique qui implique des plantes, qui implique des techniques de fabrication, des techniques d'accrochage. Avant la découverte de l'Amérique, l'équipage de colons dort sur les planches, sur le pont. Ce qui, probablement, du point de vue de la santé, n'est pas terrible. Du point de vue du volume transportable, limite, bien entendu. À partir du moment où on adopte le hamac, et il sera adopté dans les années qui suivent la conquête,
les gens dorment mieux, ils dorment dans des conditions un peu plus sanitaires, on libère les ponts et les cales pour y mettre des marchandises, ça modifie totalement les conditions de navigation jusque, en gros, au début du XXe siècle. C'est un apport technologique qui vient d'Amérique. Et les transferts de technologie ne se font pas à sens unique. De même, quand vous voulez manger certaines choses ou que vous voulez faire des préparations pharmacopées, par exemple, il faut savoir préparer les plantes, les doser. C'est-à-dire que sans la présence des esclaves, des serviteurs qui connaissent, les progrès technologiques ne sont pas adaptables bruts. C'est-à-dire que la présence de tous ces gens qui viennent d'Amérique avec des statuts extrêmement divers est aussi un symptôme de transfert de technologies qui ne se font pas uniquement d'Europe vers l'Amérique, mais de l'Amérique vers l'Europe. Un médecin sévillan a fait un traité de pharmacopée américaine 30 ans ou 40 ans après la conquête. Il n'a jamais quitté Séville. Son traité de pharmacopée implique obligatoirement la présence d'informateurs, d'assistants, de gens qui lui ont transmis les savoirs, les dosages, etc. Donc, nous sommes face à un mouvement migratoire qui est relativement important, très mal connu, et dont les conséquences sont multiples. Nous avons, j'ai pu le documenter, je ne suis pas le seul à travailler sur le sujet, un collègue espagnol avait déjà beaucoup débroussaillé pour certaines régions, il y avait quelques travaux généraux. Nous avons donc des milliers d'Amérindiens, et je dis bien des milliers, j'en ai déjà, depuis la publication de ce livre, ajouté 400 ou 500 sans difficulté, qui sont présents en Europe, dans tous les pays d'Europe. Angleterre, France, Italie. L'Italie est assez, pour l'instant, un domaine encore en question parce que la documentation est extrêmement difficile à trouver. Bien entendu l'Espagne, l'Allemagne, tous les pays d'Allemagne, la Russie, Saint-Pétersbourg, on trouve à la cour de Pierre Ier deux malheureux Indiens qui ont été expédiés en cadeau, mais vous en avez en Sibérie, je peux en parler tout à l'heure, en Afrique. Il y a au moins 2 expéditions qui partent pour l'Afrique, l'une pour l'Angola avec 240 Brésiliens, il en rentre une cinquantaine, après la prise de Luanda en Angola, et on en parlait tout à l'heure, une expédition de Morok qui va servir contre les derviches sur le Nil pour libérer Khartoum, en Afrique. À Hawaï, un corsaire pirate, enfin bon bref, un aventurier russe recrute un équipage d'aléoutes et les amène jusqu'à Hawaï, et des contingents indiens servent dans l'armée espagnole aux Philippines. On trouve des mots nahuatl aux Philippines, et des Philippines viennent un certain nombre de fruits bien adaptés qui sont originaires du Nouveau Monde. C'est-à-dire que cette circulation des gens couvre absolument tout l'Ancien Monde, avec des circulations qui sont parfois extrêmement compliquées. Ce qu'on appelle le figuier de Barbarie arrive du Nouveau Monde, passe par l'Espagne, est acclimaté en Afrique du Nord, qui est donc contrôlé par les Turcs, et il revient via les Turcs en Autriche. Ce qui est un bel itinéraire un peu compliqué. Alors bien entendu, dans ces circulations, les plus gros contingents, sans le moindre doute, sont formés par les esclaves, les serviteurs, les prisonniers, les captifs, qui, eux, sont des victimes, au sens dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le choix, ils sont prisonniers, ils sont ramenés par bateau entier. Une collègue canadienne qui a un peu travaillé sur le sujet affirme que pas un seul bateau connu et documenté n'est rentré sans ramener au minimum quelques Indiens. Pas un seul.
Colomb, Vespucci, tous. Bon, elle généralise peut-être un petit peu. Les données dont elle disposait lui permettent de le dire. Il y a des flottes pour lesquelles nous n'avons pas d'indication, bien entendu. Je mets un petit peu de côté un cas particulier qui n'a pas le choix non plus. Hein, ne faisons pas d'illusions. Ce sont les nourrices. Les nourrices, ça pose un problème parce que beaucoup de colons espagnols, de hauts fonctionnaires, de militaires, officiels, etc., se marient sur place. Beaucoup de conquistadors ont épousé les femmes indiennes et ils ont des enfants. Ils ont des enfants, ils ont des serviteurs et on confie les enfants à une nourrice qui, dans la majeure partie des cas, est bien entendu engagée sur place. Elle est donc indienne. Quand on rentre en Espagne, avec l'autorisation de la cour et de Charles Quint, la nourrice est du voyage, parce que les enfants sont encore jeunes. Alors la nourrice, elle s'occupe des enfants. Elle a un statut un peu particulier, puisque elle a des responsabilités qu'on ne confiera pas forcément à un esclave ou un serviteur. Mais qu'est-ce qu'elle apprend aux enfants? Sa langue, sa manière de faire la cuisine, des habitudes alimentaires, des habitudes de vie quotidienne. C'est-à-dire que tous ces enfants, et nous avons des cas tout à fait bien documentés, tous ces enfants sont déjà culturellement métis, sinon même par le sang, et toutes ces nourrices apportent avec elles leurs pratiques, leurs habitudes, leurs idées, leurs mœurs, et malheureusement, c'est une question qui se pose, et c'est un travail qui est intégralement à faire. Dans la plupart des textes, ces nourrices, elles ne sont que mentionnées. C'est-à-dire, on sait que la famille X rentre avec 4 enfants en bas âge, ou que la famille Y revient en ramenant la nourrice qui s'occupe des petits, etc. Bon, malheureusement, ce ne sont que des mentions. Et ceci pose une énorme question, qui n'a pas été travaillée, c'est quelle est dans les textes, quelle est en contradiction avec les textes, l'ampleur du phénomène féminin dans ces migrations. On va parler, c'est un cas dans un instant, des hommes, on parle rarement des femmes. Or, les femmes, vous avez ce cas des nourrices. Les femmes, les trafiquants d'esclaves l'écrivent, ils préfèrent acheter des femmes et des jeunes femmes plutôt que des hommes. Les femmes sont plus résistantes, je prends leurs mots, hein, c'est pas moi qui... je le pense, aussi, mais les femmes sont plus résistantes, et puis la femme c'est un capital parce qu'elle fait des enfants. Donc, l'homme va être éliminé très vite, la femme, pour peu qu'elle soit un peu mieux soignée, va fournir de futurs esclaves. Donc, vous avez probablement une sous-évaluation du rôle des femmes, ce qui multiplierait encore le nombre de personnes. Vous avez un cas tout à fait précis. Nous savons, par tous les textes, on en a des dizaines, et ça a été très étudié, Cortés rentre en Espagne avec les enfants de l'empereur aztèque, la famille. L'empereur aztèque lui a confié sa famille. Sa famille, c'est non seulement ses enfants à lui, il en avait beaucoup, mais aussi les enfants de ses frères, de son père, de son oncle. C'est-à-dire que nous avons plus d'une centaine de personnes. Parmi cette centaine de personnes, dans lesquelles forcément vous avez autant d'hommes que de femmes, normalement, nous avons pratiquement les noms de tous les hommes et nous avons le nom d'une femme. Que sont devenus les autres? Est-ce qu'on n'en parle pas? Est-ce qu'on les oublie? Est-ce qu'elles ont été du voyage? Est-ce qu'on ne les a pas embarquées? Je n'en sais rien. Je n'ai pas la réponse. Ce que je veux dire, c'est que elles sont gommées des mémoires. On n'en parle pas et on les oublie, ce qui est, bien entendu,
qui va fausser les calculs. Donc, ces femmes vont jouer un rôle, et là, tout reste à faire. Bien entendu aussi, et c'est important, ceci soulève une autre question, qui là aussi est très mal connue, bien qu'un peu plus traitée, c'est la question des métisses. Métissage culturel, métissage génétique. Les métisses sont autorisés par Charles Quint, donc 20 ans après la conquête, à revenir en Espagne et à s'y intégrer au point de former une noblesse métisse qui est reconnue et qui a des statuts à la cour d'Espagne. Ces métis, ils sont nés au Mexique, au Pérou, au Brésil ou ailleurs, ils y ont vécu toute leur enfance, ils sont déjà américanisés dans leurs mœurs, dans leur manière d'être, dans leur langue, et c'est probablement en partie par eux que passe l'introduction dans nos langues de tout le vocabulaire métis américain. Nous utilisons au quotidien, en France, en Angleterre, bien entendu en Espagne, tout un ensemble de mots qui sont d'origine américaine. Alors tout à l'heure, je mentionnais hamac, par exemple, cacao, chocolat, tabac, tomates, haricots, mais on parle aussi des caciques du parti, etc., etc. Les cannibales, et nous parlions tout à l'heure avec vous, cannibale, c'est un mot qui apparaît dans la littérature, vous le retrouvez à peine quelques années après la découverte du Nouveau Monde, chez Rabelais, chez Cervantes, chez Shakespeare. Le cannibale, c'est l'anagramme de Caliban, le personnage principal de La Tempête. C'est-à-dire que les mots du Nouveau Monde, et on pourrait faire des listes, il y a un dictionnaire au XVIe d'américanisme publié en espagnol. Un dictionnaire, c'est-à-dire déjà plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de mots. Ça passe pardon, dans les mœurs, dans les habitudes, et c'est quelque chose qui est parfaitement naturel. Le phénomène n'a jamais été systématiquement étudié, et notamment, par exemple, au Canada, on a un texte du XVIIe, d'un Français, un haut fonctionnaire français au Canada, qui dit « Nous pouvons citer des milliers de cas de Français qui sont devenus Indiens, nous ne pouvons pas citer un seul cas d'Indien qui soit devenu Français. » Il exagère un peu dans les deux sens. Vous avez quelques cas d'Indiens qui sont bien adaptés. En revanche, il est évident que les métis canadiens, c'est un phénomène qui est très connu. Vous avez bien entendu tout le métissage en Amérique latine, au Brésil, etc. Les métis canadiens, est-ce que Louis Riel, ça vous dit quelque chose? Oui. Oui. Rébellion de Louis Riel dans le Manitoba, contre le gouvernement anglais. Ce sont des milliers de métis et d'Indiens qui se rebellent. Vous avez quelques films américains qui s'y réfèrent un petit peu. Ce qu'on ne sait pas, c'est que Louis Riel, métis, était instituteur de la Troisième République, formation d'instituteur, et que nous n'avons pas affaire à des Indiens à plumes menés par quelques métis, nous avons affaire à des gens qui savent très bien, c'est-à-dire qu'ils prennent une garnison, et ils prennent bien entendu tout l'armement, les canons, et ils se servent des canons pour attaquer une autre garnison anglaise. C'est-à-dire que ce sont des artilleurs, pas des amateurs éclairés qui se battent avec des fusils ou des flèches. Donc nous avons affaire à quelque chose qui va nécessiter l'intervention d'une armée anglaise constituée. Donc tout ce phénomène est très difficile à étudier, et il est évidemment présent en Espagne ou en France. On parlait tout à l'heure de ces paniers installés dans le Poitou. Jusqu'à présent, nous avons beaucoup parlé, et j'ai beaucoup insisté, parce que mathématiquement, c'est bien entendu la majorité,
nous avons beaucoup insisté sur les victimes, serviteurs, esclaves, etc., qui sont toujours qui existent, qui sont réels, qui représentent les plus gros effectifs, mais toujours dans une vision ethnocentriste, nous pensons à des gens qui sont amenés en Europe contre leur gré ou contre leur propre volonté. Or, et ce sont des centaines de personnes là aussi, qui font le voyage de l'Europe vers l'Ancien Monde, du Nouveau Monde vers l'Ancien Monde, de façon parfaitement délibérée. C'est-à-dire que beaucoup d'Indiens sont allés en Espagne, en Angleterre, en France, à Saint-Pétersbourg, pour chercher des réponses à des questions qui se posaient chez eux, parce qu'ils en référaient à l'autorité du pays dans lequel ils vivaient. Alors, ces voyageurs ne sont pas des victimes, ne sont pas des gens qui sont obligés de le faire, ils vont parfaitement consciemment et de façon délibérée plaider leur cause à l'instance étatique dont ils dépendent. Vous en avez toutes sortes d'exemples, et valables pour l'Amérique latine, pour les États-Unis, pour le Canada. C'est-à-dire tous les Américains partagent le même système de pensée. Je mettrai un cas de figure un petit peu à part, je y reviendrai, mais les premiers exemples, c'est les gens qui accompagnent Cortés et qui rentrent ensuite parce qu'ils ont obtenu satisfaction. Ce sont les Tlaxcaltèques, par exemple, les alliés de Cortés au Mexique, qui voyagent avec lui et qui vont chercher à la cour d'Espagne les remerciements et les privilèges auxquels ils ont droit en tant qu'alliés. On leur concède des armes, des blasons, des titres, on leur donne bien entendu de l'argent, on leur donne des terres, ils ont le droit de porter une épée et de monter à cheval. C'est-à-dire que nous avons affaire à une petite noblesse indienne qui va à la cour d'Espagne chercher les bénéfices de leur politique. Vous trouvez de même au Pérou des gens qui vont à la cour d'Espagne régler des différends politiques ou juridiques. Un Indien descendant des Incas s'installe à la cour de Madrid et réceptionne les courriers qui lui sont envoyés par d'autres plaideurs et va les plaider à la cour d'Espagne, et il obtient satisfaction, il obtient des privilèges. Certains obtiennent même des titres, et nous avons un chef maya du Guatemala, des Hautes-Terres du Guatemala, un chef quiché, qui, en échange de sa reddition, obtient le contrôle du territoire sur lequel se trouve sa communauté et le droit de punir les Espagnols qui s'opposeraient à son pouvoir. C'est-à-dire qu'on a un renversement complet de la situation parce qu'il a fait le voyage de façon délibérée. Il ne l'a pas fait seul, d'ailleurs, ils étaient 4. Je mets de côté 2 cas de figure parce qu'ils sont vraiment exemplaires. Le premier, qui est fascinant par ses conséquences, y compris maintenant, c'est Joseph Brant. Joseph Brant, c'est un chef Mohawk de la région de New York. Son père a déjà fait le voyage, il est donc déjà cultivé. À titre documentaire, il traduit l'évangile de saint Matthieu en Mohawk. Il a son petit écrit de mineur. Il fait le voyage parce que, juste aux alentours de 1750, il sait que les colons américains sont rebelles et sur le point de se révolter contre le gouvernement britannique. La guerre d'indépendance commence quelques années plus tard. Brant arrive à Londres et dit aux Anglais, attention, la situation est instable, nous sommes pour la stabilité, donc nous appuyons la couronne britannique, les colons connaissent beaucoup mieux le pays que vous,
Et si vous maintenez les troupes que vous avez, et si vous continuez la politique que vous faites, ce sont les colons qui vont gagner, et vous perdrez l'Amérique. Belle leçon. Et pour appuyer ses dires, il dit au gouvernement anglais: je mets ma tribu et mes alliés à la disposition du gouvernement anglais. Il le fait. Il lève des régiments, qui connaîtront d'ailleurs de très belles victoires contre les insurgés américains. On sait comment ça se termine. Les États-Unis deviennent indépendants, et Brand et ses alliés, pour rester anglais, émigrent au Canada, où il entraîne des Mohawks, des Creeks, des Cris, des Cherokees, 3000 hommes, qui s'installent dans l'État d'Ontario. Après quoi, Brand se paie le luxe de revenir à Londres et de dire au gouvernement anglais: je vous l'avais bien dit. C'est-à-dire que nous n'avons pas affaire là à une pauvre victime, nous avons affaire à un politicien et à un officier anglais de très haut niveau qui montre ses capacités et qui, devant la défaite, choisit délibérément son camp. La communauté Mohawk dans l'Ontario est extrêmement puissante et le fils de Brand deviendra député de l'Ontario. Ils sont toujours là-bas, et non seulement ils sont toujours là-bas, mais ils ont attiré continuellement des Indiens qui continuent à venir s'installer dans l'Ontario parce qu'ils ne veulent pas être états-uniens, mais canadiens. À titre documentaire, on en parlait tout à l'heure, les Mohawks vont participer à un ensemble de guerres coloniales contre les Derviches à Khartoum, par exemple, et ensuite représentent une énorme proportion des régiments entiers pendant la guerre de 14, en France, hein, qui finiront par obtenir des hautes décorations, des titres militaires, etc. C'est-à-dire que nous avons affaire à une politique de très longue durée. J'ai laissé un petit peu de côté un cas de figure particulier qui est important parce que les conséquences en sont majeures. C'est le cas du Mexique, dans la mesure où au Mexique, à la différence d'autres pays d'Amérique latine, il y a une espèce de mythe politique. La politique et la religion sont extrêmement liées. Et il y a un mythe de pouvoir qui se réfère, qu'on appelle le mythe de Tolan. C'est-à-dire qu'il y a une cité archétypique, Tula, Tolan, qui joue un rôle, et tout dirigeant, peu avant la conquête, qui veut voir son pouvoir reconnu, doit faire un pèlerinage, même mythique, à Tolan, pour recevoir l'onction, si j'ose dire, le sacre de Reims, de Tolan et des autorités de Tolan, et pouvoir exercer le pouvoir, avoir le droit de dominer son peuple. Bon. C'est un mythe qui est extrêmement puissant, que l'on retrouve dans une bonne partie du Mexique et même au Guatemala, et qui va être utilisé, manipulé, au point même que, ça c'est de l'anecdote, les Aztèques ont fait des fouilles à Tula, la ville mythique, d'où ils ont ramené des objets, des sculptures, des techniques architecturales, et dans l'enceinte de Mexico Tenochtitlan, ils ont construit un édifice qui est, entre guillemets, Tula. C'est un édifice toltèque. Les bas-reliefs, les sculptures, les monuments sont toltèques. Et c'est dans cette maison Tula mythique que le dirigeant aztèque va jeûner et passer 2 jours une fois qu'il est choisi, c'est-à-dire qu'en fait, il fait 50 mètres entre le lieu où il a été nommé et la cité mythique de Tolan pour aller se faire introniser par Tula. C'est un mythe qui est assez particulier au Mexique. Quand les Espagnols prennent le contrôle du Mexique, Tula
et les institutions sont évidemment modifiées, et c'est probablement Madrid qui devient la cité mythique où l'on va chercher la source du pouvoir. Beaucoup de nobles aztèques ou autres vont en Espagne pour chercher la validation de leur pouvoir auprès d'une Toula qui n'est plus, qui est délocalisée, si j'ose dire, en Europe. Ce qui est très, disons, probable, dans la mesure où nous avons des dizaines d'exemples de dirigeants aztèques, tlaxcaltèques, guatémaltèques, etc., qui vont en Espagne et qui reviennent avec des titres. Et je parlais tout à l'heure de la délégation de tlaxcaltèques qui accompagnait Cortés. Ce sont 5 délégations successives tlaxcaltèques qui vont en Espagne pratiquement tous les 20 ans. Or, ceci, et le mythe n'existe pas au Pérou, le phénomène de déplacement du Pérou vers l'Espagne n'a pas du tout la même ampleur, ni la même signification. Les gens qui partent du Pérou ne sont pas des dirigeants, ce sont des petits nobles qui cherchent à se faire une place au soleil dans le commerce, pour la plupart. C'est-à-dire que vous avez vraiment un cas d'application tout à fait différent qui va probablement avoir de profondes implications sur l'évolution ultérieure des deux pays. Le Mexique a gardé une solide rancune, un croc de bonne dimension contre l'Espagne, et le Mexique est le premier pays qui se lance dans l'indépendance. Le Mexique a une hostilité pour l'Espagne, mais en même temps maintient des relations, c'est-à-dire que, effectivement, par exemple, au moment de la guerre civile espagnole, le gouvernement mexicain a accueilli les Espagnols, les républicains espagnols, qui sont allés en foule au Mexique, et le Mexique n'a jamais reconnu le régime de Franco. Au Pérou, vous n'avez pas du tout la même situation, la même perception, et s'est créé au Pérou une petite bourgeoisie péruvienne qui s'est lancée dans la guerre d'indépendance d'une façon totalement différente, et les relations des Péruviens avec l'Espagne ne sont pas du tout similaires. C'est-à-dire que l'évolution des différents pays d'Amérique latine a pu jouer par la suite sur la base de cet héritage de la conquête et de la coopération entre Amérindiens et Espagnols, en l'occurrence. Pour le Canada, c'était un peu la même chose. Alors, tout ceci, disons, est relativement facile à synthétiser. Facile, non, n'exagérons rien. Mais il était relativement facile de sortir, disons, les données connues. En fait, ce livre, tout reste à faire. C'est-à-dire que là, j'ai essayé d'identifier les gens. Comme je vous l'ai dit, j'en ai déjà plus de 400 de plus, et c'est probable qu'il en sortira d'autres, bien évidemment. En fait, tout le reste est en puissance. C'est-à-dire que nous parlions tout à l'heure de l'Indien dans la littérature et la vision de l'Indien dans la littérature. J'ai cité Shakespeare, Voltaire, Montaigne, mais vous avez aussi une analyse de George Sand, Delacroix, Baudelaire et autres, qui ont côtoyé les Indiens du XIXe et qui ont laissé des témoignages, des récits, etc., qui nous donnent une idée de la façon dont les Indiens nous perçoivent. Choqués par la misère, les prisons, admiratifs devant certaines techniques, ou devant les cathédrales, ils admirent l'architecture, on sait par des témoignages fiables que les Indiens faisaient des économies sur ce qu'on leur donnait pour donner aux pauvres mendiants dans la rue, en accusant les Blancs de laisser crever les gens de faim chez eux. Parce que ça n'est pas du tout dans les mentalités indiennes. On ne laisse pas un membre de la tribu ou du clan tout seul. Et les témoignages sont systématiques. On a des témoignages d'Indiens depuis
la conquête jusqu'au 19e, disant que on ne comprend pas comment on peut voir des gens à la cour bichonnant des petits chiens et avec des serviteurs pendant que les gens crèvent dans la rue. Ils sont horriblement choqués. Ils sont horriblement choqués aussi, de façon plus amusée, mais bon, par la nature du pouvoir. C'est-à-dire qu'on a des témoignages, là aussi, pas beaucoup, mais on en a. Devant des rois comme Louis XIII, qui est un gamin, la reine Victoria, qui leur plaît beaucoup. C'est une grand-mère charmante. Ils sont très contents de rencontrer la reine Victoria, mais comment autant de gens peuvent-ils obéir à une vieille dame ou à un enfant? Et, conclusion logique, ils ne peuvent pas, et c'est pour ça qu'il y a autant de gardes autour d'eux. Hein? N'importe quel garde ferait un meilleur roi ou un meilleur chef que le petit Louis XIII. On a le témoignage dans les journaux italiens des cavaliers de Buffalo Bill, les Sioux, qui ont participé à l'anniversaire du pape. Alors, ils voient un défilé. Ils sont, eux, en grande tenue. Plumes, coiffures, etc. Chevaux. Et ils voient passer le pape, porté sur la papable de l'époque, un vieux monsieur qui gesticule. Derrière, déjà plus intéressant, il y a les cardinaux en grande tenue. Alors là, il y a un côté prestige. Et puis enfin, le summum du summum, il y a les gardes pontificaux en grande tenue. Alors là, le courant passe directement, et on a des éloges des gardes pontificaux, un témoignage des accompagnateurs qui lui-même métis et qui les connaît, qui dit que se dessine sur le visage de tous les guerriers sioux un léger sourire qui, connaissant leur manière de se conduire, prouve une hilarité profonde. Ils ont trouvé leurs homologues. Bon, et vous avez ce genre de choses, bien entendu, qui est à étudier complètement. Nous avons parlé dans les témoignages et les récits. Vous avez, et j'en parlais tout à l'heure, la linguistique, les mots, tous ces mots dont nous avons parlé, je n'y reviens pas, mais qui apparaissent dans la littérature très vite. Vous avez, bien entendu, tous les apports matériels. La cuisine, la pharmacopée, médicaments, les plantes usuelles, le caoutchouc par exemple. Nous ne connaissons pas le caoutchouc avant l'arrivée. Et le caoutchouc, ça demande des techniques de vulcanisation, etc. C'est un produit qui est omniprésent dans notre civilisation. Il provient d'Amérique. On l'oublie un peu trop souvent. L'adaptation aussi de ces produits avec les techniques. Vous avez bien entendu aussi tout ce qui est imagerie. C'est un domaine qui n'a pas été travaillé du tout. Il y a de très bons travaux, je ne minimise pas les efforts de mes collègues, mais vous avez une perception de l'imagerie. Pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un Indien? C'est un individu à cheval, bourré de plumes, qui gesticule comme un fou. Quand les petits jouent aux Indiens et aux cow-boys, il leur viendrait jamais de jouer à Moctezuma et Cortés. Ça, c'est méconnu, c'est-à-dire que l'imagerie de l'Indien américain a complètement remplacé toute l'imagerie antérieure. Or, cette imagerie, elle est parlante. C'est-à-dire que on ne sait pas ce que c'est que l'Indien. Donc, le sauvage qui est représenté au début, dans des gravures, et quand même des gens qui s'appellent Dürer, Vespucci, Benvenuto Cellini, etc., c'est le sauvage. Qu'est-ce que c'est que le sauvage? C'est le lutin de la forêt, c'est le petit nain de Blanche-Neige, c'est-à-dire qu'on va représenter l'Indien comme la créature sauvage de notre civilisation. D'où se créent des mythes, comme les mythes des Amazones, les hommes à tête de chien, etc. Bon, après, commencent à arriver les Indiens. Et là, il y a une petite période très courte où on va avoir des dessins qui les représentent comme ils sont. Mais c'est une période très courte, parce que très vite va se mettre en place l'imagerie de l'Indien nord-américain,
qui jouent, et quand vous prenez simplement les tableaux de Colomb, les Indiens qui sont par terre, ce pas des Taïnos, ce sont des Hurons, des Mohawks, des Iroquois, et bientôt c'est les Indiens des Grandes Plaines qui vont prendre la place aussi. C'est-à-dire que nous avons une imagerie de l'Indien qui fait que dans notre monde, ben, nous ne le voyons plus. Parce qu'il y a à Rouen, sur la cathédrale, il y a des représentations d'Indiens. À Montmartre, il y a une sépulture. Et ça, on ne le voit plus, parce que nous ne pouvons pas le voir, nous avons une imagerie faussée dans l'œil. Et là, vous avez un énorme travail, parce que ce sont non pas des centaines, mais des milliers de tableaux, de gravures, de dessins, de croquis, de caricatures, de photos, qui n'ont jamais été étudiées comme un tout, et qui représentent toute l'évolution de l'imagerie de l'Indien dans le monde. Autant dire que, je vous disais tout à l'heure, c'est le petit morceau de glace qui est tombé sur le pont du Titanic. Hein. C'est-à-dire que tout reste à faire. Il y a une quinzaine ou une vingtaine de thèses à faire, des articles, des travaux, d'autres publications. Mais en tout cas, il y a une certitude, c'est que, et j'espère vous l'avoir un peu montré, c'est que l'Indien n'a pas été simplement victime de la colonisation du Nouveau Monde, il a été acteur, participant, et il a contribué à modeler le monde dans lequel nous vivons en lui apportant toutes sortes de choses, bonnes ou mauvaises. Merci beaucoup.